Elle est sortie se promener et n'est jamais revenue. Le 22 juillet 2024, un lundi ordinaire à Omsk, Evangelina Aleshkina a disparu. L'aînée des 3 enfants de la famille, une étudiante qui devait reprendre l'avion pour Moscou quelques heures plus tard. Entre cette promenade et ce qui s'est passé ensuite, à peine 2 heures s'étaient écoulées. La famille Aleshkine était arrivée de Moscou pour quelques jours afin de rendre visite à l'arrière-grand-mère et à l'oncle d'Evangelina. Ils séjournaient à l'hôtel Nika, au 110 rue Souvorova. Un quartier calme, avec un parc à proximité, le parc du 30e anniversaire de la Victoire, et les quais de l'Irtych à quelques pas. Le soir même, ils devaient prendre leur vol de retour. Le père d'Evangelina, Sergei, travaillait comme analyste et dirigeait des départements de data science dans de grandes entreprises. Eva rêvait d'intégrer la faculté de journalisme de l'Université d'État de Moscou, de voyager et d'écrire pour de grands médias. La famille vivait à Moscou et venait rarement à Omsk. Ce voyage était davantage une obligation familiale qu'un séjour de vacances. Vers midi, Sergei et son épouse sont sortis de l'hôtel pour une dernière promenade. Eva a rejoint son père un peu plus tard. Ils se sont retrouvés sur un petit pont à une 50aine de mètres du parc, plus près de l'Irtych. Ils ont marché ensemble un moment, puis elle a dit « Allez-y, préparez-vous. Moi, je suis déjà prête. Je vais juste me promener un peu. » Les parents sont retournés à l'hôtel et pendant un moment, tout semblait normal. Mais ensuite, ils l'ont appelée. Pas de réponse. Ils ont rappelé, encore et encore. Le téléphone était éteint. Selon son père, Eva était casanière, calme, savait toujours exactement quand elle devait rentrer. Elle n'éteignait jamais son téléphone. Les caméras de surveillance de l'hôtel ont capturé des images. À 15 heures, Eva se tenait sur le parking et parlait au téléphone. Puis, elle s'est dirigée vers le parc. Ce sont les dernières images d'elle. À 16 heures, les parents avaient déjà contacté la police. Plus tard, une version a circulé dans les médias selon laquelle elle se serait disputée avec ses parents avant de partir et serait partie par dépit. Sergei a immédiatement démenti. Rien de tel ne s'était produit. 1 heure après le dernier appel, son téléphone est devenu totalement silencieux. Les parents ont commencé les recherches et n'ont rien trouvé. Le père est parti le premier, a parcouru tout le parc, vide. La mère est allée dans l'autre direction, rien non plus. Le gardien de l'hôtel les a rejoints et ensemble, ils ont couvert toute la zone autour du Nika, sont allés jusqu'aux berges de l'Irtych. Aucune trace, aucun indice. Le soir du 22 juillet, la police est arrivée. Le comité d'enquête de la région d'Omsk a ouvert une procédure pénale pour disparition. Des groupes de bénévoles, Lisa Alert et Dobrospas, se sont également mobilisés. Un poste de commandement a été installé sur le parking près du parc de la Victoire. Une tente orange, des radios, un coordinateur, tout selon le protocole standard de recherche de masse. Les caméras ont été vérifiées, mais le seul enregistrement était celui du parking de l'hôtel. Au-delà, aucune caméra du parc ne l'avait filmée. C'était comme si elle s'était tout simplement volatilisée. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Elle s'était perdue, elle était allée voir une connaissance, elle avait eu peur de quelque chose. Ou la pire possibilité, quelqu'un la retenait contre son gré. Sergei a insisté dès le départ. Eva ne connaissait pas la ville, n'avait aucun ami à Omsk, elle n'avait tout simplement nulle part où aller. Soit quelqu'un la retenait, soit elle ne pouvait physiquement pas rejoindre les gens. Ce même soir, la mère a ramené les plus jeunes enfants à Moscou et est immédiatement revenue à Omsk. Ce vol, celui que toute la famille devait prendre, est parti sans eux. À la tombée de la nuit, les recherches ne se sont pas arrêtées. Les groupes de bénévoles ont travaillé jusqu'à 4 heures du matin, ratissant le parc, les berges, les rues environnantes. Résultat, 0, aucun témoin, aucun appel. Le matin du 23 juillet, le poste de commandement de Lisa Alert a commencé à se rassembler à 10 heures. À ce moment-là, 62 personnes participaient déjà aux recherches. Des habitants d'Omsk concernés sont venus d'eux-mêmes, sans invitation. Le parc a été divisé en secteurs et chaque groupe avançait en ligne continue, ratissant sa zone assignée, sa tâche, comme l'appelèrent les chercheurs. 15 groupes sont partis simultanément, certains à pied, d'autres en voiture ou en trottinette. Une unité équestre a inspecté les zones éloignées du parc, tandis que des drones scannèrent le territoire depuis les airs. À la fin du 2e jour, le nombre de participants dépassait 117. Au total, ils avaient parcouru 414 km.
Des avis de recherche ont été affichés. La zone boisée du sanatorium jusqu'à la plage Kirovski a été fouillée. Le comité d'enquête travaillait en parallèle, interrogeant des témoins, examinant les enregistrements vidéo, vérifiant les contacts d'Eva. Le parquet de la région d'Omsk a pris l'enquête sous son contrôle. Malgré toute cette mobilisation, aucune piste n'a émergé. Sergueï supervisait personnellement les opérations de recherche, ne quittant jamais le poste de commandement, ne dormant pas. La mère parcourait le parc avec une photo, questionnant chaque passant. À un moment donné, des équipes cynophiles avec des chiens de service se sont jointes aux recherches. La mère a apporté un vêtement d'Eva pour relever l'odeur. Le chien a capté l'odeur et s'est mis en route. Il avançait avec assurance depuis l'hôtel, à travers le parc, jusqu'aux berges de l'Irtych. Là, au bord de l'eau, la piste s'est arrêtée. Le chien n'est pas allé plus loin. Cela a immédiatement réduit les possibilités à 2 hypothèses. Soit elle était entrée dans la rivière, soit quelqu'un l'avait emmenée le long de la berge. L'Irtych est profond à cet endroit, le courant est fort, et même en été, la rivière ne pardonne pas les erreurs ici. Des plongeurs ont été immédiatement mobilisés. Les secouristes ont commencé à sonder le fond le long du rivage. Les drones ont recentré leurs recherches du parc vers la rivière. Des groupes ont parcouru les berges dans les 2 directions sur plusieurs kilomètres. Les médias ont rapidement repris l'hypothèse de l'accident. Peut-être était-elle tombée à l'eau et n'avait pas pu lutter contre le courant. À première vue, cela semblait logique. La piste menait à la rivière, puis silence. L'enquête considérait également cette hypothèse comme principale, mais Sergueï s'y opposait catégoriquement. Il répétait aux journalistes « Eva nageait très bien. Elle ne se serait pas retrouvée dans l'eau comme ça. » Et là, un autre détail a émergé qui troublait tant le père que l'enquête. Le sac à dos. Eva avait pris son bagage à main avec elle car elle était déjà entièrement prête pour le vol. Ce sac à dos n'a jamais été retrouvé, ni sur la berge, ni dans l'eau. Ni téléphone, ni effet personnel, rien. Si l'on suppose qu'elle est tombée accidentellement, alors où étaient ses affaires? Et si elle était entrée dans l'eau d'elle-même, alors pourquoi avec le sac à dos? Cela ne correspondait à aucune hypothèse. Le 4e jour de recherche a commencé avec un sentiment pesant. L'espoir subsistait encore. Mais à chaque heure qui passait, à chaque kilomètre de berge parcouru, à chaque plongée sans résultat des équipes de recherche, il s'amenuisait. L'histoire d'une simple promenade avait cessé depuis longtemps d'être ordinaire. Le 25 juillet, vers 18h20, une station nautique près de la rue Tretia-Ostrovskaya, à 1,5 km en aval du parc de la Victoire sur l'Irtych. Un pilote de bateau mettait son embarcation en marche quand il a remarqué quelque chose qui l'a poussé à appeler immédiatement la police. C'était Eva, habillée. Elle était dans l'eau depuis environ 3 jours. Le courant l'avait emportée en aval depuis le parc. La police est arrivée immédiatement. La zone a été bouclée, les experts en criminalistique ont commencé leur travail. Les opérations de recherche ont été officiellement suspendues. Les bénévoles et la police ont annoncé leurs conclusions. Les parents n'ont pas reçu d'appel des enquêteurs. Ils l'ont appris par les informations et les publications médiatiques. Plus tard, Sergueï écrira à ce sujet séparément. Selon lui, pour la famille, cela a constitué un traumatisme supplémentaire. Pas seulement la perte, mais la manière dont ils en ont été informés, ou plutôt, dont ils n'ont pas été informés. Le comité d'enquête a ouvert un dossier, mais pour l'instant sans qualification précise. Plusieurs hypothèses étaient envisagées. Un accident, un départ volontaire de la vie et une issue criminelle. Ce qui s'était exactement passé devait être déterminé par l'expertise médico-légale. 4 jours de recherche, des centaines de personnes, des plongeurs, des équipes cynophiles, des drones, et tout s'est terminé par le pire dénouement possible. L'expertise a pris du temps. 3 jours dans l'Irtych effacent beaucoup de choses. Le courant, la température, le contact avec le fond détruisent les preuves. Mais tout n'a pas été perdu. La découverte clé, cartilage thyroïdien endommagé. Un indicateur direct de force mécanique appliqué sur le cou. Des traces de défense sur les mains. Eva s'était débattue. Elle ne s'était pas retrouvée dans l'eau toute seule. Ses voies respiratoires avaient été obstruées. L'hypothèse de l'accident a cessé d'exister. Des témoins ont déclaré aux journalistes qu'il y avait apparemment des traces de ruban adhésif. Le comité d'enquête ne l'a pas confirmé. Il cherchait à déterminer si le ruban avait été appliqué de son vivant ou s'était collé dans l'eau.
Ce détail s'est répandu dans les médias et sur les réseaux sociaux, bien que les enquêteurs aient évité de commenter. L'affaire a été requalifiée. Ils travaillaient désormais non plus sur une disparition, mais sur une affaire criminelle. Un tout autre article de loi. Sergueï avait insisté dès le premier jour que ce n'était pas un accident. L'expertise confirmait maintenant qu'il avait raison. Mais les questions devenaient encore plus difficiles. Qui et pourquoi? L'enquête n'avait ni suspect, ni mobile, ni arme. Les caméras n'avaient rien capturé. Le parc est un territoire ouvert, des dizaines de personnes par une journée d'été, et pas un seul témoin. Comme Sergueï le dira plus tard, c'était l'un des aspects les plus douloureux, savoir ce qui s'était passé, mais ne pas comprendre qui était derrière. La famille est retournée à Moscou. L'enquête a continué sans eux, mais pas sans leur pression. Août, septembre, octobre. 3 mois pendant lesquels l'enquête n'a pratiquement rien communiqué à la famille. Les parents étaient à Moscou, l'affaire était à Omsk. Sergueï appelait, envoyait des demandes officielles. En réponse, des formules standards. L'enquête est en cours. Tout commentaire à ce stade serait prématuré. Pour un homme qui avait enterré l'aîné de ses 3 enfants, ces mots sonnaient comme du vide. Début septembre, un avocat qui s'était entretenu avec un correspondant d'Argumenti i Facti a évalué le rythme de l'enquête. Formellement, il n'y avait pas de violation, mais pour une affaire de cette catégorie, les délais étaient à la limite de l'acceptable. Le 4 septembre, Sergueï a écrit un recours au procureur général. L'enquête est délibérément retardée, l'expertise prend trop de temps, le contact avec la famille est minimal et celui qui a fait cela est peut-être encore en liberté. Le comité d'enquête a confirmé, l'affaire n'a pas été classée, les actes d'enquête se poursuivent. Les détails n'ont pas été divulgués. Les affaires d'Eva, le sac à dos et le téléphone, n'ont jamais été retrouvées, ni alors, ni plus tard. 3 mois sans arrestation, sans hypothèse publique. De l'extérieur, il semblait que l'affaire stagnait. Mais derrière ce mur de silence, quelque chose se passait. Les experts légistes travaillaient sur des échantillons biologiques et ont trouvé ce qui allait faire avancer l'affaire. Ils travaillaient sur les vêtements d'Eva. L'irtiche, le courant, la température, tout cela détruit habituellement les preuves biologiques, mais quelque chose a survécu. Du matériel biologique étranger a été trouvé sur ces vêtements. Un profil ADN a été isolé. Il n'appartenait pas à Eva. Celui qui avait laissé ces traces avait été en contact physique avec elle. Le premier résultat concret de toute l'enquête. Le profil a été comparé à la base de données fédérale. Une correspondance a été trouvée. Déjà condamné, 41 ans, résident d'Omsk. Il était répertorié dans la base de données des personnes ayant commis des infractions d'une certaine catégorie impliquant des atteintes à la personne. Pas un passant au hasard, pas un pêcheur de la berge, mais une personne avec un passé criminel précis. L'enquête avait désormais un nom, une adresse et un lieu de travail. Mais ils ne l'ont pas arrêté immédiatement. Il fallait constituer un dossier de preuves, confirmer la correspondance par une expertise complémentaire, exclure toute erreur, vérifier son alibi pour le 22 juillet, contrôler ses déplacements, récupérer les images de caméra, les données de bornage téléphonique, les itinéraires. Tout cela demandait du temps et un silence total. Si le suspect apprenait qu'il était visé, il pourrait détruire des preuves ou disparaître. Pour les parents, rien n'avait changé à ce moment-là. Toujours le silence, des réponses standards, le sentiment que l'affaire stagnait. Mais pour les enquêteurs, il y avait désormais une personne précise, un nom et un plan d'action concret. 2 novembre 2024. Des officiers de la police judiciaire sont arrivés sur un lieu de travail à Omsk. L'arrestation a été effectuée directement sur son lieu de travail, sans préavis. Un homme de 41 ans, de taille moyenne, de corpulence robuste, habillé tout en noir, bonnet, veste, bottes. Il a été conduit dehors, mis dans une voiture et transporté au tribunal de district Kuibychevski. Sur les images de l'opération, un type d'apparence ordinaire derrière les barreaux. Beaucoup ont ensuite remarqué à quel point il semblait banal pour quelqu'un soupçonné de ce dont il était soupçonné. Le tribunal a ordonné la détention provisoire jusqu'au 22 décembre. Le comité d'enquête a officiellement confirmé qu'un suspect dans l'affaire Evangelina Aleshkina avait été appréhendé. Il n'avait aucun lien avec l'hôtel Nika, ne faisait pas partie du personnel, ne travaillait pas dans le parc, juste une personne qui se trouvait au même endroit ce jour-là. Sergueï a tout appris par les médias, encore une fois, pas par les enquêteurs.
Cela devenait une constante. Mais cette fois, l'émotion était différente. Pas du désespoir, mais enfin quelque chose de concret après des mois de silence. La nouvelle s'est répandue dans la ville. Un suspect avait été arrêté. Qui il était? Quel était son passé? Cela n'a pas été divulgué pour l'instant. Omsk a soufflé. Les gens écrivaient dans les commentaires qu'enfin, la justice était proche. Mais il était trop tôt pour souffler. Ce qui allait émerger ensuite s'avérerait bien plus troublant. Lors de l'interrogatoire, le détenu a parlé. Ce qu'il a dit a choqué même les enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire. Selon sa version, le 22 juillet, il pêchait sur les berges de l'Irtych. À un moment donné, Eva s'est approchée de lui et a demandé ce qu'il faisait là. Une brève conversation s'est engagée. Elle, selon lui, quote 4. Puis il a prononcé une phrase qui sera citée dans tous les documents. Quote 5. Laquelle, exactement, il n'a pas précisé. Il a seulement dit qu'elle avait résisté. Il lui a bloqué les voies respiratoires avec ses mains, puis s'est débarrassé d'elle dans la rivière. Il y a un aveu, une description des actes. La chronologie correspond, mais l'explication du mobile sonnait si absurde que toute personne normale se poserait immédiatement la question « Quel genre de personne prend calmement la vie d'une inconnue de moins de 16 ans pour quelques mots ?» Quote 6 n'est pas une explication, c'est une tentative de cacher le vrai mobile derrière une formulation vague. Derrière ces mots pouvait se cacher n'importe quoi et l'enquête le comprenait parfaitement. Il n'a pas dit qu'il se défendait, il n'a pas dit que c'était un accident, il a directement décrit la séquence. Elle s'est approchée, elle a été insolente, il lui a ôté la possibilité de respirer. Calmement, sans émotion, comme s'il racontait quelque chose de routinier. C'était précisément cette banalité dans sa voix, selon ceux qui étaient présents à l'interrogatoire, qui laissait l'impression la plus troublante. L'enquête a consigné ces déclarations. Après cet interrogatoire, il y avait bien plus de questions que de réponses. Comme il apparaîtra plus tard, derrière cette cote 7 se cachait quelque chose que le détenu préférait ne pas aborder. Les enquêteurs ont continué à travailler sur ces déclarations, essayant de creuser jusqu'au vrai mobile. Ils ont insisté sur les détails, posé les mêmes questions sous différents angles, sont revenus sur les moments clés. À un moment donné, il a fourni une seconde formulation, encore plus étrange. « J'ai fait ça pour le résultat ». Juste comme ça, sans raison, sans but, il l'a vu et l'a fait. Si « pulsion spontanée » permettait au moins une certaine interprétation, pour le résultat, ne s'inscrivait dans rien du tout. Une tentative de clore le sujet, de donner aux enquêteurs n'importe quel mot pour qu'ils arrêtent de demander. À ce moment-là, l'expertise avait établi un détail important. Il n'y avait pas eu d'agression de nature intime. Aucune preuve confirmant ce type d'attaque n'avait été trouvée. C'était encore plus déroutant, retirant de l'équation le mobile qui, dans ce type d'affaires, s'avère le plus souvent central. Et si ce n'était pas pour cela, alors pourquoi ? L'hypothèse la plus probable, il mentait tout simplement. Pas sur les actes, il les avait décrits assez en détail et la description correspondait à ce que l'enquête savait déjà. Mais sur le mobile, il cachait quelque chose qui, à ses yeux, aurait semblé bien pire que quote 11. Une chose d'admettre l'acte lui-même, une toute autre d'expliquer ce qui l'avait exactement motivé. Les gens écrivaient dans les commentaires que cela défiait l'entendement, que quelque chose devait se cacher derrière. Et ils avaient raison. Dans les documents du dossier à ce moment-là, il y avait déjà un détail qui n'avait pas été rendu public. Il avait des antécédents judiciaires. Pourquoi exactement n'a pas été précisé, mais comme on l'apprendrait plus tard, c'était précisément son passé qui expliquerait ce que lui-même ne pouvait pas expliquer. Les journalistes se sont rendus à l'adresse du suspect, un quartier de maisons individuelles à Omsk, une rue tranquille où tout le monde se connaît depuis toujours. Les voisins, principalement des femmes âgées, se souvenaient de lui quand il était encore tout jeune. La voisine Tatiana Nikolaïevna se rappelait « Côte 12, tranquille, pas de problèmes à l'école, il vivait avec ses parents. Le père, selon les voisins, buvait beaucoup, son frère ne se comportait pas mieux, aussi des problèmes, aussi sans avenir clair. Mais Oleg se démarquait de ce contexte. Il travaillait comme tourneur dans une usine voisine, jamais marié, pas de famille. Pendant son temps libre, il allait à la pêche, économisait pour une voiture, disait à ses connaissances qu'il voulait se marier un jour. Le portrait d'un homme solitaire ordinaire dans la quarantaine, des milliers comme lui dans n'importe quelle ville. Rien d'inquiétant,
rien de suspect. Le contraste entre ce qu'il semblait être et ce dont il était maintenant soupçonné faisait la plus forte impression sur les gens. Une chose quand on arrête quelqu'un au mode de vie visiblement criminel, une toute autre quand il s'agit de quelqu'un que les voisines décrivent comme poli. Mais l'une d'elles, Valentina Nikolaïevna, s'est souvenue de quelque chose du passé. Il y a longtemps, quand Oleg était encore très jeune, quelque chose s'était passé que les gens de la rue évoquaient à voix basse. Pas ouvertement, mais entre eux, derrière des portes closes. Il avait rencontré quelqu'un de la rue Engenernaya, et puis elle avait porté plainte contre lui. Ce qui se cachait exactement derrière cette plainte, la voisine n'a pas précisé. Elle a marqué une pause, puis a continué. Elle a déposé cette plainte contre lui. Celle-là. Nous avons tous été très surpris quand nous l'avons appris. On ne le voyait jamais avec personne, il était si timide. Et puis ça. Au début, on n'y croyait même pas, on pensait que le gars avait été faussement accusé. On pensait qu'il avait été faussement accusé, sonnera particulièrement lourd à la lumière de ce qui émergera ensuite. L'enquête à l'époque ne s'est pas arrêtée à une seule plainte. Ils ont commencé à vérifier, interroger, recouper, et ils ont découvert que la femme de la rue Ingernaya n'était pas la seule. Au cours de l'enquête, d'autres victimes ont été trouvées. Pas une, pas deux. Les voisins, quand ils l'ont appris, se sont tus. Dans la rue, ils ont cessé de parler d'Oleg ouvertement, comme si le sujet même était devenu quelque chose qu'il valait mieux ne pas toucher. Il y a eu un procès et une condamnation. Oleg avait 21 ans à l'époque. 6 épisodes étaient connus des enquêteurs à l'étape initiale, mais il n'était pas exclu qu'il y en ait eu davantage. Toutes les victimes n'étaient pas venues témoigner, toutes n'avaient pas porté plainte, toutes n'étaient pas prêtes à parler. Pour la rue où il avait grandi, ce fut un véritable choc. Les gens qu'il avait connus toute sa vie ne pouvaient pas concilier ce qu'ils voyaient chaque jour avec ce qui était lu au tribunal. Mais c'est exactement ainsi que ça fonctionne, exactement ainsi que ces histoires apparaissent quand elles finissent par remonter à la surface. Ces 6 épisodes n'étaient que le début. Au cours de l'enquête approfondie, le nombre a augmenté. Les archives. Juin 2004. Oleg K. a été condamné. Âge au moment du verdict, 21 ans. Ce que contenait ce dossier expliquait beaucoup de ce qui allait se passer 20 ans plus tard. Selon des sources au sein des forces de l'ordre, l'affaire impliquait 8 épisodes. Toutes les victimes étaient significativement plus jeunes que lui. Aucune n'avait plus de 17 ans. Il attaquait dans les parcs. Ce détail deviendra plus tard l'un des éléments clés dans l'affaire d'Evangelina, parce que le mode opératoire, le lieu, le contexte correspondaient. De plus, il est apparu qu'il avait transmis des maladies aux victimes. C'était un schéma, un modèle de comportement répétitif qui avait duré assez longtemps avant qu'il ne soit arrêté. La condamnation, près de 15 ans dans une colonie pénitentiaire. Une peine lourde qui en elle-même témoignait de la gravité et du nombre d'épisodes. Encore plus tôt, à la fin des années 1990, il avait déjà été condamné pour coups et blessures de gravité moyenne. Il a été libéré en 1999 et 5 ans plus tard était de nouveau devant le tribunal pour des épisodes entièrement différents et d'une toute autre ampleur. La chronologie est parfaitement claire. Fin des années 90, première condamnation, 99, libération. 2004, deuxième condamnation. Et cette fois, pour longtemps. Après le verdict, Oleg a été inscrit dans la base de données fédérale des personnes ayant commis des infractions d'une certaine catégorie impliquant des atteintes à la personne. Il a purgé sa peine intégralement, sans libération conditionnelle, jusqu'au tout dernier jour. Pas une seule fois pendant tout ce temps sa peine n'a été réduite. Fin 2018, il a été libéré. Il avait 35 ou 36 ans. Il est retourné dans le même quartier, dans la même maison, auprès des mêmes voisins qui se souvenaient de lui jeune. Il a trouvé un emploi dans son ancienne usine, est revenu à sa routine d'antan. Il se comportait de manière égale, calme, sans aucun signe extérieur de ce qui se cachait dans son passé. Les voisins voyaient. Il travaille, vit tranquillement, n'entre en conflit avec personne, ne se mêle de rien. Code 15, pensait-il. Dans ce code 10.6 se cachait un piège. Les gens ont tendance à croire que quelqu'un peut changer, surtout s'il se comporte comme si c'était le cas. Personne ne vérifiait, personne ne surveillait, aucune supervision.
Après une peine de colonie pour 8 épisodes, il est simplement retourné à la vie normale. S'est installé dans le même quartier, travaillait à quelques minutes de ce même parc, allait régulièrement sur cette même berge. Son nom était dans la base de données, mais la base de données en elle-même ne surveille pas les gens. Elle stocke des données et attend une requête. Et il n'y a pas eu de requête parce qu'il n'y avait pas de raison, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Environ 6 mois se sont écoulés après sa libération. 6 mois de vie ordinaire pendant lesquels rien ne s'est passé, ou du moins, rien qui soit devenu connu. Fin juillet 2019, le parc du 30e anniversaire de la Victoire, ce même parc où 5 ans plus tard, Eva ne reviendrait pas de sa promenade. Ce qui s'est passé ici ensuite ressemblerait à une répétition générale. Vers midi, une résidente d'Omsk de 24 ans se promenait près du lac sur le territoire du parc. Un homme masqué l'a attaquée, l'a frappée au visage, lui a fracturé la mâchoire à 2 endroits, l'a jetée au sol et a tenté de l'agresser. Elle s'est débattue, a résisté, et à ce moment-là, une voiture s'est approchée du lac, et cela l'a fait fuir. Mais avant de partir, il l'a jetée dans l'eau avec son téléphone et ses affaires, et s'est enfuie. Elle a réussi à en sortir. Avec l'aide de passants, elle a appelé la police. Sur place, 2 objets ont été trouvés, la chaîne arrachée de la victime et un téléphone portable étranger sans batterie ni carte SIM. Le téléphone a été vérifié et il s'est avéré qu'il était enregistré à son nom. Il l'avait tout simplement laissé tomber sur les lieux. Une preuve directe, semblerait-il, tout pointant vers une personne précise. Mais ce qui s'est passé ensuite avec cette affaire et pourquoi elle n'a pas empêché ce qui allait se produire 5 ans plus tard, c'est une question distincte sur laquelle nous reviendrons. Le même mode opératoire, le même parc, le même plan d'eau, une attaque en plein jour, une tentative d'agression, l'abandon de la victime dans l'eau, exactement le même schéma qui se répéterait 5 ans plus tard. Le même décor, le même scénario et la même logique d'action. Seulement en 2019, cela s'est terminé différemment. Elle a survécu, s'en est sortie, a pu appeler à l'aide. Eva n'aurait pas cette chance. Le 9 août 2019, Oleg a été arrêté. Il a été identifié. L'affaire était simple. Preuve directe, victime vivante, témoignage disponible. Le tribunal l'a reconnu coupable de tentative d'agression et de coups et blessures de gravité moyenne. La condamnation, 4 ans dans une colonie pénitentiaire, plus une interdiction judiciaire après sa libération. Il lui était interdit d'apparaître près des établissements scolaires et lors de rassemblements de masse, y compris dans les parcs. 4 ans après tout ce qui avait précédé. Libéré. 6 mois plus tard, une nouvelle agression avec le même mode opératoire. Comment une personne avec un tel passé obtient-elle une telle peine ? Formellement, le tribunal a agi dans les limites de la loi. La qualification correspondait à l'article. Mais sur le fond, cela signifiait une chose. Le système savait qui il était, savait ce qu'il avait fait avant, savait qu'il était retourné au même comportement 6 mois après sa libération. Et pourtant, 4 ans. Sa victime était condamnée à vivre avec les conséquences de ce jour, avec les fractures, avec les souvenirs, avec la conscience que dans quelques années, il serait de nouveau dehors. C'est exactement ce qui s'est passé. Déjà à l'époque, en 2019, on pouvait prédire comment sa prochaine libération se terminerait, mais personne ne l'a fait. Vers 2023, Oleg a été libéré à nouveau. Il avait environ 40 ans, était sous surveillance administrative, et le tribunal lui avait explicitement interdit d'apparaître dans les parcs et les lieux fréquentés par les jeunes. Pas une suggestion, une restriction judiciaire, inscrite noir sur blanc dans les documents. Il est retourné à sa vie d'avant et a recommencé à fréquenter le parc de la Victoire, le même endroit où en 2019, il avait agressé la jeune femme de 24 ans, le même endroit où 20 ans plus tôt, il avait chassé celle qui était significativement plus jeune que lui, et le même endroit où 1 an plus tard, il rencontrerait Eva. L'interdiction existait sur le papier. En réalité, personne ne vérifiait où il allait. La surveillance administrative qui était censée empêcher exactement cela n'a pas fonctionné. Pas parce que le système était en panne, mais parce que personne n'a pris la peine de l'activer. Selon des sources de la publication Omsk Inform, il a continué à apparaître au même endroit de manière systématique. Pas une seule fois il n'a été pris par hasard. Cote 17 a rapporté un employé de la publication. C'est peut-être la partie la plus difficile de toute cette histoire. Pas qu'il soit retourné à ses anciennes habitudes,
À ce stade, il était déjà clair qu'il n'avait pas changé, mais qu'on les laissait faire. Entre l'interdiction judiciaire et sa présence quotidienne dans le parc, il n'y a pas eu une seule personne, une seule vérification qui aurait pu arrêter cela. Il était assis là, ouvertement, à la vue de tous. Et le 22 juillet 2024, il était de nouveau au même endroit. Et Eva s'est approchée de lui. Maintenant, connaissant tout ce qui se cache derrière cette personne, on peut reconstituer l'image de ce jour. Le 22 juillet, Oleg se trouvait sur les berges de l'Irtych dans le parc de la Victoire. La pêche était sa couverture habituelle. Il venait ici constamment malgré l'interdiction judiciaire. Et ce jour-là ne différait pas des dizaines de jours précédents. Eva s'est approchée de la berge, a probablement demandé ce qu'il faisait. Pour elle, c'était une question ordinaire, totalement anodine. Pour lui, tout autre chose. Seule, la même tranche d'âge que ses victimes en 2004, le même parc. Ce qu'il appellerait plus tard une pulsion spontanée était très probablement une tentative d'agression. L'expertise ne l'a pas confirmé, mais 3 jours dans l'eau auraient pu détruire les preuves. Son passé parle de lui-même. Pas besoin de spéculer, juste d'aligner les faits. Cote 19. Cela signifiait très probablement qu'elle avait résisté, s'était débattue, n'avait pas cédé. Il lui a bloqué les voies respiratoires pour qu'elle se taise et s'est débarrassé d'elle dans l'Irtych. L'eau pour lui avait toujours été le même moyen d'éliminer les traces. L'enquête se poursuit. Selon les informations de fin 2025, l'affaire a été transférée à Moscou. Oleg reste en détention provisoire. Son arrestation a été prolongée plusieurs fois et l'enquête devrait se conclure au second semestre de l'année. Alors qu'il avait initialement reconnu sa culpabilité et fait des déclarations, il s'est ensuite rétracté de tout. Il ne reconnaît plus sa culpabilité. Cette même histoire de quote 20 et de quote 21, maintenant il affirme qu'il n'a jamais dit cela. En parallèle, les enquêteurs vérifient s'il y a eu d'autres victimes entre 2023 et 2024 après sa dernière libération. Ce n'est pas une formalité, mais un soupçon bien fondé. Les intervalles entre libération et nouveaux incidents ont été minimaux à chaque fois. Selon les rapports médiatiques, plus d'un suspect pourrait être impliqué dans l'affaire. Les parents ont enterré Eva à Moscou. Elle avait 15 ans. Ce jour-là, elle voulait juste se promener, et elle n'est pas revenue. Pas parce qu'elle s'était perdue, pas parce que quelque chose d'imprévu s'était produit, mais parce que le système qui aurait dû empêcher cela a échoué. 3 fois. Après 8 épisodes, ils l'ont libérée. Après une mâchoire fracturée dans le parc, ils l'ont libérée à nouveau. Après une interdiction judiciaire de fréquenter les parcs, ils ne l'ont pas surveillée. Et il a fait ce qu'il avait fait toute sa vie. Chers spectateurs, souvenez-vous que même les lieux publics les plus ordinaires en apparence peuvent s'avérer véritablement dangereux. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. À bientôt.